Donc, effectivement, l'accident vasculaire existe chez l'enfant. C'est 50 fois plus rare, mais il est là, on le voit. Donc, moi, personnellement, dans ma consultation, donc, je vois une dizaine par an, à peu près. Donc, les causes sont différentes de l'adulte. Souvent, la cause n'est pas retrouvée, l'AVC donc ne récidive pas. Mais tout enfant victime d'un AVC doit bénéficier donc d'un bilan étiologique pour évaluer donc les risques de récidive et pour adapter donc une prise en charge thérapeutique. Donc le pronostic vital généralement il est meilleur que celui de l'adulte, mais l'enfant peut garder donc des séquelles motrices et cognitives. Et des récupérations donc sont parfois surprenantes chez des enfants. Donc et ceci, vous le savez bien, grâce à la plasticité donc cérébrale. La mortalité donc est à peu près de 20% chez l'enfant. Donc sur le plan épidémiologique, il y a une sous-estimation donc de l'incidence réelle. Il y a beaucoup d'enfants qui ne consultent pas dans les régions lointaines donc des CHU. Des facteurs génétiques, ethniques et socio-économiques, et je dirais même épigénétiques, existent. Et puis la comparaison entre l'incidence des infarctus et celle des hémorragies cérébraux, donc on va voir que les études donc, divergent sur le plan résultat. Donc en France, il y aurait 2 à 3 à 13 cas par 100 000 enfants par an, c'est-à-dire 500 à 1000 cas par an à peu près. En Amérique du Nord, il y aurait un AVC ischémique 2,4 par 100 000 enfants par an et 50% donc sont des AVC hémorragiques. Donc sur le plan physiopathe, donc là, ce chapitre se ventile, comme vous le savez bien, en deux grands ce chapitre, donc les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques, donc je ne vous apprends rien. Concernant les ischémies cérébrales, donc sur le plan anapath, si j'oserais dire, il y a 3 zones. Il y a une zone d'hypovolémie ou d'oligogémie qui est modérée, où la réduction de la perfusion cérébrale n'a pas de traduction clinique. Il y a une deuxième zone qui est appelée pénombre, où la diffusion donc sanguine cérébrale est suffisante pour assurer un apport énergétique des neurones, mais il est insuffisant pour permettre le fonctionnement donc, de ces cellules qui sont un peu asthéniques, qui sont fatiguées, donc elles ne sont pas mortes, mais ils font leur fonction de façon douce, et cette zone est responsable donc, du déficit neurologique moteur. Et puis là, il y a une zone de nécrose où les cellules sont mortes, et ceci est responsable d'un déficit neurologique qui est consistant, qui est constitué et qui est persistant, même en cas de restauration précoce donc du débit sanguin cérébral normal. Donc cette ischémie va donner une glycolyse anaérobie, ce qui va engendrer une acidose intracellulaire, une inflation calcique intracellulaire, donc une activation donc, des enzymes catalytiques et donc une destruction cellulaire. Donc l'ischémie cérébrale a 2 caractéristiques, la différence de l'ischémie myocardique par exemple. La pathologie ici est hétérogène, chaque sous-type d'ischémie cérébrale ayant un pronostic différent expose à des risques différents. Et puis la deuxième particularité, c'est la fréquente transformation en hémorragie. Concernant l'hémorragie cérébrale, cette hémorragie va donner une destruction du parenchyme, un refoulement du parenchyme par l'hémorragie elle-même, le risque d'engagement cérébral, l'ischémie cérébrale secondaire à l'hémorragie, et puis le plus souvent, ou des fois, on trouve une hypertension artérielle donc, qui aggrave ce risque. Donc l'interrogatoire doit être bien ciblé, donc on doit chercher des antécédents, donc des conditions de natalité, les étapes du développement cérébral, les antécédents cardiaques, les antécédents vasculaires thrombotiques familiaux, les antécédents infectieux, l'installation des symptômes au repos à l'effort, est-ce que ça a été brutal ou pas, est-ce qu'il y avait une notion de traumatisme
cervicale, notion de palpitation ou toute pathologie cardiaque. Et puis généralement, les premiers symptômes, c'est l'asymétrie faciale, une paralysie d'un bras, du trouble du langage, des céphalées, des vomissements, du trouble de conscience, du crise d'épilepsie ou d'autres. Donc l'accident vasculaire ischémique transitoire, ça existe aussi chez l'enfant, donc il faut faire très attention à ça, il faut explorer ces déficits. Donc pour le diagnostic positif, le mode de révélation est généralement brutal et variable en fonction de l'âge. Et généralement, ce qu'on peut trouver, eh bien, on peut trouver un déficit moteur d'anémie corps, soit de façon brutale ou progressive, il peut être flasque ou pas. Et généralement, il prédomine au niveau des membres supérieurs. Il peut être associé ou non à des troubles de langage. L'association de céphalée aiguë avec une altération de vigilance est fréquente. Une atteinte transitoire immigrante des paires crâniennes aussi. Une crise convulsive localisée, des signes d'hypertension intracrânienne. Donc, mais l'hémiplégie aiguë est le mode de révélation habituel des AVC. Donc, c'est le mode le plus fréquent. Donc, concernant l'imagerie cérébrale, donc le diagnostic positif suspecté cliniquement, donc généralement, il doit être confirmé par la radiologie. L'intérêt du scan, c'est la courte durée, donc on peut avoir un scanner en 5 minutes, donc c'est rapide, mais il peut être mis en défaut dans les 6 premières heures. Donc tout l'intérêt donc de faire une IRM urgente, donc il reste l'examen de référence. Et si l'IRM est négative, donc il faut la refaire 12 à 24 heures après. Donc elle permet de déterminer le type d'AVC, le territoire et surtout l'étendue de l'accident, et puis orienter le diagnostic étiologique. Donc d'autres investigations, on peut les demander, telles que l'angio-IRM, si on suspecte par exemple une dissection de la carotide, une atteinte vasculaire veineuse ou artérielle, l'échocardiogramme, le G, l'APL, si on suspecte une maladie infectieuse ou inflammatoire. Donc sur le plan biologique, une ferritine, fer, glycémie, bilan infectieux si on suspecte une infection, dépistage d'une vascularite, un screening métabolique, métabolisme spécifique tel que l'électrophorèse de la transférine, et puis l'exploration de la coagulation et des maladies de la coagulopathie, la protéine S, la protéine C, on a beaucoup de cas. Et apparemment, c'est la première cause en Arabie Saoudite, donc des AVC de l'enfant. Donc, on ne va pas demander tout ça en même temps. Donc, tout va dépendre donc de l'aspect clinique et radiologique. Donc, il faut particulièrement se méfier donc, et éliminer certaines pathologies. Donc, la migraine accompagnée, des fois avec un petit déficit ou une petite convulsion. Les comas acétonymiques récidivants, l'œdème cérébro-résolutif, les intoxications, les thrombophlébite cérébrale, le syndrome de Rey et d'autres symptômes. Donc, les principales causes des AVC de l'enfant concernant les AVC ischémiques, donc le plus souvent, on trouve des artériopathies, des cardiopathies et les infections. Donc, pour les artériopathies, donc, il faut se méfier donc, de la varicelle. Donc, le 1/3 des AVC de l'enfant, dans certaines études, sont dus à la varicelle. Et la varicelle, donc, l'enfant peut faire un AVC une année ou même plus après une varicelle. Et c'est très fréquent. Donc, sur une étude canadienne de 23 enfants, donc, le délai moyen était de 5 mois à peu près. Donc, ça concerne la partie proximale des artères cérébrales moyennes et antérieures et de la carotide interne dans sa partie supra-clinoïdienne. Et donc là, il y a 33, donc un enfant sur 3 donc, qui risque de faire donc, une récidive. Et donc là, vous voyez, donc, sur l'IRM, ça touche les noyaux gris centraux. Donc les AVC post-méningites aussi, donc, ça existe. Les dissections des artères cérébrales elles peuvent être extra-crâniens, donc surtout post-traumatiques. Ils peuvent être en intracrânien. Donc, dans un registre canadien, 7,5% des AVC de l'enfant sont dus à ces dissections. Et les signes d'alerte, c'est des vomissements, vertiges, céphalées, diplopie
confusion, donc douleur cervicale, des fois des AIT. Donc les affections prédisposantes, généralement c'est des pathologies donc artérielles, dans les dysplasies fibromusculaires artérielles, dans le syndrome de Marfan, dans l'os, dans la coarctation de l'aorte, les polykystoses rénales et le syndrome ou la maladie de Moyamoya. Donc maladie de Moyamoya qui est une sténose progressive de la partie distale de l'artère carotide interne dans sa partie intracrânienne. Donc puff of smoke, c'est le nuage de fumée. Donc c'est une apparence qui est donnée par la vascularisation collatérale qui se met en place. Et donc ça donne des AVC ou des AIT récidivants, surtout donc favorisés par l'hyperpnée. On parle de syndrome de Moyamoya quand il y a une association donc d'autres syndromes tels que le syndrome de Williams, la trisomie, la drépanocytose, la neurofibromatose ou après irradiation. Donc là vous voyez donc cet aspect donc en fumée de cigarette. Donc c'est la revascularisation donc cérébrale. Il y a les angines cérébrales donc, qui peuvent être post-infectieuses, secondaires à une tuberculose, un pneumocoque, méningocoque, syndrome hémolytique urémique, les maladies auto-immunes telles que le lupus ou la maladie de Takayasu. Donc les AVC, les causes cardiaques emboliques, donc là pratiquement toutes les maladies cardiaques emboligènes, les cardiopathies congénitales, les anévrismes cardiaques, les valvulopathies congénitales, les cardiopathies, après CEC, cathétérisme cardiaque. Et les facteurs favorisants, c'est l'anémie, c'est les carences martiales et c'est un taux d'hématocrite très élevé. Concernant donc les causes hématologiques, donc il y a en premier la drépanocytose, donc qui multiplie par 200 jusqu'à 400 le risque donc de faire un AVC. Dans 54% des cas, ce sont des AVC ischémiques, 34% hémorragiques, 11 accidents ischémiques transitoires et 1%, donc c'est rare, ischémiques et hémorragiques. Donc il y a les troubles de la coagulation, notamment le déficit en protéine C, protéine S, les antithrombines, les mutations de la prothrombine, le syndrome des antiphospholipides, la thalassémie, les syndromes lymphoprolifératifs et myéloprolifératifs, les médicaments. Donc concernant les causes métaboliques, donc, ils ne sont pas rares. Et puis, ils sont très trompeuses. Donc là, c'est les maladies métaboliques qui peuvent donc se compliquer d'épisodes de pseudo-attaques. Il y a les désordres donc, de la glycorégulation, les déficits de métabolisme pyruvique, la chaîne respiratoire et d'autres affections donc, métaboliques. Donc concernant les AVC hémorragiques, donc, chez les enfants qui ont moins de 6 ans, ils se présentent sous forme d'altération de la conscience, mais de façon rapide, avec des crises d'épilepsie. Et chez les grands, les plus grands, donc c'est comme chez l'adulte, généralement c'est des céphalées avec donc des déficits et des signes neurologiques focaux. Et généralement, le début est brutal et la détérioration neurologique est progressive. Donc, et là aussi, concernant donc, les étiologies, il y a les anomalies vasculaires dans 48% des cas, donc les MARV, malformations artério-veineuses, les anévrismes, les cavernomes, qu'on va les voir, les anomalies hématologiques, les tumeurs intracrâniennes, et dans 20% des cas à peu près, on ne trouve aucune étiologie. Donc là, on a une MARV, et ça existe dans 14 à 57% donc des AVC hémorragiques, les anévrismes jusqu'à 30%, les cavernomes. Donc les critères d'admettre un enfant en réanimation, donc il ne faut pas tarder donc, à les envoyer en réanimation quand l'enfant présente un coma ou un coma profond, un état de mal épileptique, les signes d'hypertension intracrânienne, ou en cas donc, de signes d'engagement, vous le savez bien, donc c'est un état de pré-mort. Hein. Donc la prise en charge doit être urgente. Donc pour les AVC ischémiques, donc il n'y a pas d'études randomisées, mais généralement c'est fait à partir
donc de revues de littérature, d'opinions d'experts ou d'extraction à partir des études menées chez des patients. Donc ce sont des recommandations. Donc la prise en charge au milieu spécialisé de neurologie pédiatrique doit se faire en collaboration avec d'autres services. Et pour les adolescents, pourquoi pas, donc il faut les prendre en collaboration avec les services de réanimation ou de neurologie adulte. Donc pour les mesures thérapeutiques générales, il faut d'abord prévenir les agressions cérébrales secondaires parce que c'est un cerveau qui saigne ou c'est un cerveau qui est hypoxique. Donc il y a beaucoup d'altérations de nouveau, donc de ces cellules neuronales. Respecter donc la pression artérielle, donc jusqu'à plus de déviations standards. Traiter les convulsions. Il faut faire des électroencéphalogrammes de façon fréquente et répétitive chez l'enfant écomateux ou s'il est ventilé. Il faut que l'enfant soit bien monitoré et surveiller donc les scores de gravité, notamment le score de Glasgow, la température. Ils peuvent faire donc des hyperthermies majeures, donc d'origine cérébrale, et bien sûr la prise en charge de l'hypertension intracrânienne. Donc pour les mesures thérapeutiques et concernant les infarctus cérébraux, donc l'aspirine peut être utilisée en prévention secondaire chez les enfants dont l'infarctus n'est pas lié à une drépanocytose, qui n'est pas lié à un trouble sévère de la coagulation et qu'on n'est pas de risque élevé, donc qui n'ont pas de risque élevé de récidive embolique. Généralement, la dose recommandée est de 3 à 5 mg par kilo et par jour. Concernant les parinothérapies, elle peut être démarrée en l'attente de confirmation du diagnostic. La thrombolyse intraveineuse, qui est un grand progrès, donc maintenant chez l'adulte, elle a fait ses preuves et beaucoup d'AVC récupèrent rapidement. Donc chez l'enfant, donc il y a encore des petites hésitations. Je ne sais pas, Madame Chabrol va peut-être nous donner son avis. Donc dans certains services spécialisés, surtout aux États-Unis, maintenant, ils le font de façon rapide, et même chez des enfants qui ont moins de 12 ans. Donc, concernant les hémorragies cérébrales, la prise en charge dépend de la cause retrouvée. Donc, il est recommandé de corriger les déficits en facteurs de coagulation et de traiter les anomalies vasculaires donc, ayant saigné. Donc pour les traitements spécifiques, toujours, donc, vu la fréquence des thromboses veineuses cérébrales septiques, il est recommandé donc, de chercher et de traiter rapidement et parallèlement au traitement anticoagulant un foyer infectieux local, tel que une méningite, une mastoïdite ou autre. Pour les drépanocytaires, il faut faire un échange transfusionnel en urgence avec un objectif d'avoir une hémoglobine S inférieure à 30%. Des fois un cathé cardiaque, donc en cas d'hématome, il faut l'évacuer rapidement. Donc pour les facteurs de surveillance, d'abord sur le plan neurologique, ça va de soi, surveillance hémodynamique, surtout la saturation en oxygène, les troubles hydroélectrolytiques, et puis température et les autres paramètres. Pour les signes de gravité, il y a l'hypertension intracrânienne, il y a trop de la conscience, il y a la dysautonomie, donc qui peut nous orienter vers une atteinte du tronc cérébral. Donc le pronostic, l'enfant peut garder donc des séquelles sévères et durables, tant au niveau fonctionnel que cognitif, avec un retentissement sur la scolarité après. Et comme chez l'adulte, l'AVC met en jeu l'avenir, bien sûr, moteur, cognitif. Mais là, donc, il y a cette étonnante plasticité cérébrale qui peut expliquer des fois des récupérations donc, de déficits très étendus. Donc, les facteurs pronostiques dépendent donc, de la taille donc, de l'hématome, s'il s'agit d'une hémorragie, avec un tiers d'absence de séquelles, un tiers de séquelles modérées, un tiers de décès, et le risque de récidive donc, est 10% à 5 ans. Donc l'hémiplégie laisse place généralement à un syndrome dystonique dans 30% des cas. L'épilepsie séquelaire est 10 fois plus fréquente que chez l'adulte. Donc ça c'est très important. Donc se pose la question, est-ce qu'il faut les mettre d'emblée sous anti-épileptiques ou pas. De toute façon c'est à discuter. Les séquelles phasiques sont rares, donc beaucoup moins rares que chez l'adulte,
parce que les ondes de langage ne sont pas encore fixées chez l'enfant. Donc en conclusion, l'AVC, il faut penser à un AVC devant une hyperthermie centrale plus une crise convulsive ou autre. L'hémiplégie laisse place à un syndrome dystonique. L'épilepsie est des fois plus fréquente que chez l'adulte. Les séquelles phasiques sont rares. Les malformations vasculaires sont plus fréquentes que chez l'adulte. Donc il faut faire une recherche, une exploration vasculaire dans le doute. La fibrinolyse doit être proposée dans les AVC des moins de 3 heures de l'enfant après discussion du cas. Et puis le retard du diagnostic met en jeu le pronostic vital, notamment dans les AVC hémorragiques. Je vous remercie. Merci beaucoup.